J'ai longtemps hésité à raconter cette histoire. Pendant des mois, je l'ai gardée enfouie au plus profond de moi, comme on garde un secret de famille, honteux, dont on craint que la seule évocation ne vienne briser la fragile paix que l'on s'est efforcé de reconstruire. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que vous la sachiez. J'ai besoin de coucher ces mots sur le papier, non pas par esprit de vengeance ou par désir de susciter la pitié, mais parce que je crois profondément que la vérité possède sa propre force, et qu'elle doit être partagée pour que justice soit rendue. Cette histoire est celle de ma ruine, de ma trahison, mais aussi celle d'une justice lente et inexorable. Elle a commencé dans le calme trompeur d'une maison de Bourgogne et s'est terminée dans la solennité d'un tribunal d'assises. C'est le récit d'un homme qui a dû tout perdre, y compris ses illusions les plus chères, pour enfin retrouver sa dignité. Vous est-il déjà arrivé de regarder la personne avec qui vous partagez votre existence? Celle qui s'endort chaque soir à vos côtés dans le secret de la chambre depuis près de 30 ans, et de vous demander si vous la connaissez réellement? On croit tout savoir d'un être. On connaît par cœur le rythme de ses pas sur le parquet de la maison, sa façon méticuleuse de plier ses gilets de laine dans l'armoire, le goût précis de son café du matin, et cette petite ride presque invisible qui se creuse au coin de ses paupières lorsqu'elle vous sourit à demi. On pense avoir scellé un pacte, indéfectible, une confiance si solide que les années elles-mêmes n'auraient aucune prise sur elle. Et puis, un jour sans prévenir, le silence s'installe. Un silence définitif et glacé qui balaie les certitudes, et laisse place à une réalité terrifiante. C'est ce silence-là, qui m'a enveloppé après le départ de Catherine. Un vide si dense qu'il semblait absorber le moindre bruit, la moindre lueur d'espoir dans notre vieille demeure de Beaune. Catherine est partie en l'espace de 3 semaines à peine. Un anévrisme cérébral, fulgurant, qui l'a arraché à notre maison de pierre, à nos chantiers d'avenir, à mes bras impuissants, sans même me concéder le temps d'un dernier au revoir digne de ce nom. Pendant un an entier, j'ai vécu comme un étranger dans notre propre demeure, ici, sur les collines douces de Beaune. J'errais parmi les meubles de chêne et de noyer que j'avais moi-même dessinés et façonnés pour elle dans mon atelier, respirant son parfum qui s'estompait lentement dans les plis de ses robes suspendues, incapable de déplacer le moindre objet. Pour moi, elle était simplement absente, partie pour quelques heures dans la pièce d'à côté. Je refusais d'ouvrir les yeux sur le gouffre de sa disparition. La douleur du deuil est une brume épaisse qui paralyse l'esprit, elle vous fait accepter l'inacceptable et vous pousse à chercher des refuges imaginaires, pour ne pas sombrer dans le désespoir le plus total. Je me réfugiais dans mon travail, passant mes journées à poncer le bois, jusqu'à ce que mes doigts saignent, cherchant dans l'effort physique une trêve à ma souffrance mentale, mais il y avait autre chose, un détail tapi dans l'ombre que je refusais d'interroger à l'époque. Dans son ancien bureau, sous le grand tapis d'Orient en laine usée qu'elle avait hérité de sa tante d'Alsace, se cachait une trappe métallique. Je connaissais son existence depuis notre emménagement. Elle me l'avait montré une fois, au tout début de notre installation, en riant de ce rire clair qui me plaisait tant. Elle me disait alors que c'était son jardin secret, l'endroit où elle conservait ses lettres d'adolescence, ses journaux intimes poussiéreux et quelques bijoux de pacotille sans valeur commerciale. Par respect pour son intimité, je n'y avais jamais posé la main. C'était la règle informelle de notre couple. Chacun possédait sa part d'ombre, et le respect mutuel en était le garant le plus sacré. C'était ce que je m'efforçais de croire pour ne pas admettre que ma femme s'était construit un territoire mental inaccessible où je n'avais aucun droit de citer. Une pudeur excessive qui, je le comprends aujourd'hui, dissimulait une réalité bien plus sombre. Puis, un samedi après-midi de septembre, alors que le soleil filtrait à travers les vitraux du salon et que je me décidais enfin à trier ses affaires pour en donner une partie aux œuvres de charité de la paroisse, sa vieille boîte à couture en bois laqué est tombée d'une étagère supérieure. En ramassant les aiguilles, les bobines de fil et les boutons de nacre éparpillés sur le plancher, j'ai remarqué que le double fond de la boîte se détachait sous le choc. À l'intérieur, enveloppée soigneusement dans un mouchoir en dentelle fine jaunie par le temps, se trouvait une petite clé en laiton terne et un morceau de papier calque plié en 4. Dessus, des chiffres étaient griffonnés de son écriture ronde, fine, si reconnaissable. Une combinaison de coffre-fort. L'association de cette clé et de cette combinaison a agi en moi comme un signal d'alarme. Pourquoi cacher ces éléments avec tant de minutie si le coffre ne contenait que de vieux journaux sans importance? Mon cœur s'est mis à frapper mes côtes avec une violence inouïe. J'ai déplacé le tapis d'Orient, découvrant la trappe de fer recouverte d'une fine couche de poussière grise. Mes doigts tremblaient en insérant la clé de laiton dans la serrure. Dans la pénombre de la cavité,
Le coffre-fort en acier noir m'attendait, lourd de secrets accumulés pendant un quart de siècle. Ce que je vais vous raconter maintenant a brisé ma réalité et redéfini chaque seconde de mon passé. Ce que j'ai découvert dans ce coffre n'était pas des souvenirs de jeunesse, c'était une preuve. La preuve écrite, incontestable et glaciale, que ma vie entière n'était qu'une mise en scène élaborée, par ceux en qui j'avais placé ma confiance la plus absolue. J'étais le dindon d'une farce tragique, le travailleur de l'ombre dont on exploitait la naïveté pour nourrir des ambitions secrètes. Devant ce coffre ouvert, j'ai senti le souffle glacé de la trahison m'envahir, une sensation physique de vide qui m'a coupé la parole pendant de longues minutes. Pour comprendre comment tout cela a pu se produire, je dois vous ramener à ce que j'étais. J'ai 52 ans et je n'ai connu qu'un seul métier. Le bois. Je suis artisan ébéniste de père en fils. Mon grand-père m'a transmis ce goût du travail bien fait dans notre vieil atelier aux poutres noircies par le temps. Là-bas, l'odeur du chêne et du noyer se mêle à celle de la térébenthine et de la cire d'abeille. C'est un métier de silence et d'observation. Le bois ne triche pas. Si vous faites une erreur de coupe, il vous le rappelle instantanément par une fente ou un désalignement. Dans notre région, une simple poignée de main scellait les contrats les plus importants. C'était notre honneur, notre façon d'être au monde. Je croyais que les êtres humains possédaient cette même noblesse organique, cette même rectitude que le bois de chêne séché pendant des décennies sous les hangars de mon père. Chaque planche qui entre dans mon atelier a une histoire. J'aime en caresser le grain, en deviner l'âge aux cernes de croissance, sentir sous la paume la différence subtile entre la rudesse d'un chêne de forêt froide et la douceur d'un merisier de plaine ensoleillée. Mon grand-père me disait toujours que l'ébénisterie est une forme de dialogue avec le vivant. On ne force pas le bois, on l'écoute, on respecte ses faiblesses pour mieux magnifier ses forces. C'est avec cette philosophie que j'ai mené mon existence, croyant naïvement que les hommes fonctionnaient avec la même transparence organique que les matières que je travaillais. J'ai passé ma jeunesse à concevoir des meubles destinés à traverser les siècles, des buffets massifs, des tables de salle à manger autour desquelles des générations allaient se réunir. Cette quête de durabilité dans mon travail contrastait douloureusement avec la fragilité et la fausseté de mes relations familiales, que je croyais pourtant indestructibles. Catherine et moi, nous sommes aimés dès le premier regard lors de la fête des vendanges en 1996. Elle avait une douceur qui contrastait avec mon tempérament d'artisan solitaire. Elle était secrétaire à la mairie locale appréciée de tous pour sa gentillesse, sa discrétion et sa rigueur professionnelle. Ensemble, nous avions acquis cette bâtisse en pierre de Bourgogne. Nous passions nos dimanches à gratter les vieux enduits, à redonner vie aux vieilles pierres, avant de partager l'apéro sous la treille avec les voisins du quartier. Nous pensions avoir construit un foyer indestructible, un havre de paix loin du tumulte du monde moderne. Catherine aimait cultiver son jardin, s'occuper de ses fleurs avec une patience infinie, tandis que je passais mes fins de journée à dessiner de nouveaux modèles de commodes et d'armoires. Nous formions un couple harmonieux aux yeux de la communauté, un exemple de stabilité bourgeoise et de réussite tranquille dans cette Bourgogne viticole où les apparences comptent tant. Il y avait cependant une blessure sous notre toit, notre incapacité à concevoir un enfant. Nous avions tout tenté, les traitements, les examens fatigants, les attentes interminables dans les hôpitaux de Dijon. Cette absence d'enfant pesait sur nous comme un reproche silencieux. Nous évitions d'en parler pour ne pas raviver la douleur, mais chaque chambre vide de la maison rappelait ce manque cruel. C'est dans cette faille béante de notre vie de couple que Laurent s'est engouffré avec une habileté machiavélique, utilisant notre détresse pour s'immiscer au plus profond de notre intimité et tisser sa toile d'araignée autour de notre destin. Laurent était mon associé et mon meilleur ami depuis l'enfance. Nous avions grandi ensemble, partagé les mêmes jeux dans les ruelles du village, les mêmes secrets d'adolescents. Alors que j'excellais dans la création manuelle et la rigueur technique, Laurent avait le génie des chiffres, de la communication et du commerce. Quand j'ai repris l'atelier familial, il m'a proposé ses services pour gérer l'aspect administratif et financier. Je lui ai accordé ma confiance sans réserve, lui abandonnant les clés des comptes et des contrats pendant que je passais mes journées à raboter et à sculpter dans la statue. Laurent était un homme d'une aisance rare, séducteur, habile négociateur, fréquentant les notables de la région, les maires, les entrepreneurs. Après un divorce rapide qui avait fait jaser dans le canton, il élevait seul sa fille unique, Juliette. Catherine s'était prise d'une affection débordante pour elle, la gâtant comme si elle comblait le vide de notre propre foyer. Juliette passait ses vacances chez nous, courant dans le jardin sous le regard attendri de ma femme,
qui projetait sur elle tout son amour maternel inemployé. C'est Laurent qui m'avait orienté vers l'un de ses cousins, gynécologue dans une clinique réputée de Lyon, pour réaliser des examens approfondis sur ma fertilité. Je me souviens précisément du soir où Laurent est venu à l'atelier me remettre l'enveloppe contenant les conclusions du laboratoire. Ces mots résonnent encore sous les solives. C'est une épreuve terrible, Marc, mais tu as Catherine, et tu m'as moi. Ma famille est la tienne. Le rapport indiquait une stérilité complète et irréversible de ma part. J'ai pleuré ce soir-là, me sentant diminué, incomplet, incapable de perpétuer la lignée de mon grand-père. Catherine m'avait serré fort, jurant que son amour pour moi dépassait de loin le désir de maternité. Pour racheter ce que je considérais comme ma propre insuffisance, j'ai redoublé d'efforts à la tâche, travaillant 60 heures par semaine pour lui assurer le confort matériel et la sécurité d'un avenir sans nuages, me privant de tout repos pour compenser ce handicap imaginaire. Ce que j'ignorais, c'est que cette enveloppe scellait le début d'une longue spoliation. Laurent a profité de ma culpabilité permanente pour me faire accepter des sacrifices financiers toujours plus grands. Il me montrait des graphiques compliqués, m'assurant que l'atelier ne survivrait pas sans d'importantes coupes budgétaires. J'ai accepté de réduire mon salaire à un minimum dérisoire, pendant que lui s'offrait un train de vie fastueux, justifié selon lui par des investissements boursiers personnels et des héritages familiaux imaginaires. Il changeait de véhicule tous les 2 ans, fréquentait les grands restaurants, et louait de luxueuses villas sur la Côte d'Azur pour ses vacances d'été. Et Catherine, loin de s'alarmer, défendait systématiquement son intégrité, me reprochant ma méfiance envers mon ami d'enfance. Sans Laurent, nous aurions fait faillite depuis longtemps, Marc, me répétait-elle chaque fois que j'osais émettre un doute sur la répartition des bénéfices. J'ai fini par me taire, préférant le confort de l'illusion à la douleur d'une confrontation. Mes doigts tremblaient en tournant la combinaison du coffre-fort. Le déclic métallique a retenti comme un coup de feu dans le silence de la maison vide. J'ai soulevé le couvercle d'acier du coffre secret. Il contenait 3 classeurs reliés de cuir noir, et une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge. Cette enveloppe semblait contenir le poids de 25 années de secrets familiaux. Mes mains hésitaient à briser le sceau, comme si je pressentais que l'acte de l'ouvrir allait anéantir à jamais le monde confortable dans lequel je m'étais réfugié depuis le décès de ma femme. Mais la curiosité et la recherche de la vérité ont été les plus fortes. J'ai brisé le sceau de cire. Le premier document que j'en ai extrait était le rapport médical original de la clinique de Lyon, daté de 16/4/2009. Mes yeux ont parcouru les termes médicaux compliqués jusqu'à la conclusion claire et sans équivoque. Mes analyses étaient parfaitement normales, mon sperme était d'une fertilité optimale. Je n'avais aucune anomalie. La stérilité était une invention de toute pièce. Laurent avait utilisé l'entête de la clinique de son cousin médecin pour fabriquer un faux rapport de laboratoire, et me persuader que j'étais incapable d'avoir des enfants. Il avait utilisé ma confiance absolue pour me priver de ma descendance, s'assurant ainsi que je n'aurais pas d'héritier légitime pour réclamer l'atelier ou contester ses choix financiers dans le futur. La perversité de ce calcul m'a glacé le sang. Le deuxième document était un acte de naissance enregistré à la maternité de Dijon en 2001. Une fille née sous le secret. Mère, Catherine, Laurent Vanek. Cet enfant n'était autre que Juliette, que j'avais vue grandir sous mes yeux, que j'avais aimée et gâtée pendant 20 ans, croyant qu'elle était la nièce de notre foyer. Elle était en réalité la fille biologique de ma propre femme et de mon associé. Tout s'assemblait dans ma mémoire avec une clarté effrayante. Les regards complices entre Catherine et Laurent lors des repas de famille, son attention excessive et parfois disproportionnée pour Juliette, et cette tristesse diffuse qui l'habitait parfois lorsque je parlais de notre avenir, ou de notre impossibilité d'adopter un enfant. Ils avaient conçu cet enfant dans mon dos, et m'avaient fait financer son éducation, en me faisant croire que j'étais le responsable de notre stérilité de couple. Dans les classeurs noirs, j'ai découvert la face financière de cette trahison. Les véritables bilans comptables de l'atelier y étaient consignés avec une précision comptable rigoureuse. Notre entreprise ne connaissait pas de crise. Elle dégageait des profits considérables grâce à la qualité de mes créations et à ma réputation d'artisan. Mais un compte joint secret ouvert dans une banque privée à Genève au nom de Laurent et Catherine révélait que plus de 800 000 € avaient été détournés sur 2 décennies. Cet argent avait financé les études privées de Juliette à Paris, l'achat de son appartement de fonction dans le quartier du Marais et les voyages de Laurent. Catherine avait signé chaque ordre de virement, paraphé chaque fausse facture qui me dépouillait du fruit de mon travail quotidien,
me laissant trimer à l'atelier pour un salaire de misère pendant qu'il menait grand train. Au fond du coffre gisait une longue confession de Catherine, rédigée quelques semaines avant sa mort, alors qu'elle se savait condamnée par la maladie. Son écriture était altérée par la faiblesse physique, tachée de larmes séchées. « Marc, mon unique amour. Si tes yeux lisent ces lignes, c'est que la maladie m'a emporté et que je n'ai plus à affronter la honte de mes mensonges. Je t'ai trompé une seule fois, au début de notre mariage, alors que tu travaillais sur ce long chantier de restauration dans le Jura. Laurent a profité de ma solitude et de mes doutes. De cette erreur est née Juliette. Laurent a alors tout mis en place pour me lier à lui à jamais. Il a fabriqué tes résultats médicaux avec la complicité de son cousin pour que tu ne cherches pas à avoir d'autres enfants, et m'a contrainte à abandonner Juliette à sa naissance, pour qu'il puisse l'adopter sous son nom propre. Il m'a menacé de tout te révéler, de détruire ta réputation d'artisan respectable et de te ruiner financièrement si je ne coopérais pas à la gestion de l'atelier et au virement financier vers son compte personnel. J'ai accepté de me taire pour sauver notre mariage, mais ce silence a fait de moi sa complice. Je meurs avec le regret d'avoir laissé mon lâche silence détruire ton œuvre. J'ai gardé toutes les preuves dans ce coffre pour qu'un jour tu puisses te défendre contre lui. Pardonne-moi Marc, si ton grand cœur le permet. Je suis resté prostré sur le sol du bureau jusqu'à l'aube. La douleur physique était si intense que je ne pouvais plus respirer. Tout mon passé venait de s'effondrer comme un château de cartes. Les souvenirs de nos vacances, de nos rires, de nos projets communs se teintaient d'une amertume insupportable. J'avais été le dindon d'une farce sordide jouée par les deux personnes que j'aimais le plus au monde. La femme pour qui je me sacrifiais chaque jour s'était alliée à mon ami d'enfance pour me voler ma vie, mon travail et mon identité de père. Cette double trahison, affective et matérielle, me vidait de toute énergie, me laissant seul face à un abîme de mensonges, mais Laurent ne comptait pas s'arrêter là. Il voulait effacer les dernières traces de mon passage et s'approprier définitivement les fruits de ma passion. 3 jours après cette découverte, alors que je feignais l'ignorance pour ne pas éveiller ses soupçons, il s'est présenté à l'atelier accompagné d'un huissier de justice et d'un avocat d'affaires de Dijon. Son attitude fraternelle avait disparu, remplacée par une morgue glaciale et une assurance juridique agressive. Il a jeté un dossier volumineux sur mon établi couvert de copeaux de bois. « Marc, il est temps d'en finir. Catherine est morte et elle a légué par testament rédigé à Dijon l'intégralité de ses parts dans l'atelier et la maison à Juliette. En tant que tuteur légal et exécuteur testamentaire, je demande la dissolution de la société et la mise en vente des biens immobiliers, pour éponger les dettes que l'atelier a contractées envers ma société de gestion personnelle. Tu as 30 jours pour libérer les lieux et vider ton outillage. » Mes apprentis, Lucas et Antoine, s'étaient arrêtés de poncer, pétrifiés par la violence de la scène. Laurent s'est approché de moi, me murmurant à l'oreille avec un mépris non dissimulé. « Tu as le talent manuel Marc, mais j'ai les signatures, l'argent et la loi avec moi. C'est le monde réel. Ne rends pas les choses plus pénibles pour toi. Libère l'atelier sans faire d'histoire ni chercher à contester le testament. Tu es vieux, tu n'as pas de famille pour te soutenir. Laisse faire les professionnels. » J'ai pris le document sans répondre. Mes poings étaient serrés, mais mon esprit s'était déjà refroidi. La colère brute s'effaçait devant une résolution inébranlable. J'allais le détruire avec ses propres armes. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement plié l'avis d'expulsion et les glissé dans ma poche de veste avant de reprendre mon travail sur une table de chevet en mérisier. Laurent a pris mon silence pour de la faiblesse, une résignation de vieil artisan fatigué par les épreuves. C'était sa plus grave erreur. Il pensait m'avoir brisé, comme il avait brisé Catherine pendant des années avec ses menaces et son chantage affectif. Mais il ignorait que l'ébénisterie m'avait appris une vertu essentielle, la patience. On ne force pas le bois, on attend qu'il soit sec, on prépare les assemblages avec minutie avant d'appliquer la colle. J'allais appliquer cette même rigueur à sa perte. Durant les 3 semaines qui ont suivi, j'ai mené une double vie d'une intensité épuisante. Le jour, je continuais à honorer mes commandes à l'atelier, rassurant des apprentis apparents, et ma concentration. La nuit, je m'enfermais dans la grange pour analyser chaque ligne des classeurs de Catherine à la lueur d'une lampe de bureau. Elle avait été d'une précision chirurgicale dans sa détresse. Elle avait conservé tous les emails de chantage de Laurent, les relevés bancaires cryptés de Genève, et les preuves de factures fictives destinées à masquer le blanchiment d'argent, que Laurent opérait, via des chantiers de rénovation de châteaux, et de propriétés viticoles de la région. J'ai découvert des ramifications complexes qui dépassaient le cadre de notre simple atelier.
des sociétés écrans enregistrées au Luxembourg et aux îles Caïmans, des virements déguisés en honoraires de conseil pour des prestations inexistantes, et des fausses factures de fournisseurs de bois exotiques inexistants. Laurent utilisait notre structure artisanale respectable comme une lessiveuse pour masquer ses détournements fiscaux et ses enrichissements personnels. Chaque facture douteuse portait sa signature administrative, à côté d'un paraphe de Catherine qu'il avait commencé à imiter lui-même à la fin, alors qu'elle était trop affaiblie par la maladie pour signer. Cette découverte ajoutait le faux en écriture au dossier criminel que je constituais contre lui. Avec l'aide d'un avocat fiscaliste de renom qui comptait parmi mes clients les plus fidèles et les plus influents de Dijon, j'ai préparé un mémoire technique d'une précision absolue pour la Direction générale des finances publiques et pour le procureur de la République. Nous avons décidé de ne pas ébruiter l'affaire immédiatement. Nous voulions que Laurent s'engage financièrement au-delà du point de non-retour. Qu'il investisse ses derniers deniers et sa réputation dans un projet dont il ne verrait jamais la couleur, s'assurant ainsi une ruine totale et définitive. Pensant le terrain libre et ma défaite acquise, Laurent avait déjà signé un compromis de vente avec un grand promoteur immobilier parisien pour raser l'atelier de mon grand-père et y construire un complexe résidentiel de luxe. Pour garantir cette vente et obtenir les prêts nécessaires pour acheter les terrains adjacents, il avait hypothéqué tous ses biens personnels, y compris sa propre maison de maître, et s'était engagé sur ses fonds propres à hauteur de plusieurs millions d'euros. La signature finale de la vente et de la dissolution de notre société d'ébénisterie était fixée au 12 novembre à la Chambre des notaires de Dijon. Devant un aéropage de juristes et d'investisseurs, j'ai attendu ce jour dans un calme presque effrayant pour ceux qui me connaissaient. J'ai vu Laurent parader dans les rues de Beaune, se félicitant de sa réussite future auprès des commerçants et des notables de la région qu'il admirait pour son sens des affaires. Il pensait m'avoir définitivement effacé du paysage, me reléguant au rang de souvenir d'artisan dépassé par le progrès. Mais le destin a une longue mémoire, et il s'apprêtait à lui présenter sa facture avec une rigueur mathématique. Chaque coup de rabot que je donnais à l'atelier renforçait ma sérénité. Je préparais un piège parfait dont il ne pourrait jamais s'échapper. Le 12 novembre, la grande salle de réunion de la Chambre des notaires de Dijon présentait un décor solennel. Autour de la table monumentale d'Agjou-Verny prenait place Laurent, vêtu d'un costume de couturier italien, Juliette, les avocats du promoteur immobilier parisien, le notaire principal et ses clercs. Laurent affichait un sourire triomphant, distribuant les poignées de main chaleureuses et les plaisanteries d'usage. Juliette, quant à elle, conservait cette attitude méprisante et distante que son père lui avait inculquée dès l'enfance. Ignorant les signatures qui se pressaient sur les documents officiels, elle portait un manteau, de cachemire et des bijoux fins, payés avec l'argent que mon grand-père et moi avions économisé au prix de décennies de labeur manuel et de privations quotidiennes. Cette vue a renforcé ma détermination à mener la confrontation jusqu'au bout, sans faiblir. J'ai su entrer dans la salle à 11 vêtu de mon seul costume de cérémonie sombre, celui que je portais pour les enterrements et les mariages de la famille. J'ai posé mon dossier cartonné beige au centre de la table d'acajou, attirant immédiatement l'attention des participants par mon silence et mon attitude résolue. Lord a ricané en me voyant entrer. « Marc, tu viens assister à la signature de ta retraite forcée ? C'est aimable à toi, mais la page est définitivement tournée. Nous n'avons plus besoin de ta présence pour conclure cette transaction immobilière d'importance. » Je suis resté debout à l'extrémité de la table, dominant l'assemblée de ma stature d'artisan habitué à porter des charges. Cette signature n'aura pas lieu, Laurent. Jamais. J'ai sorti le premier document officiel du dossier et l'ai glissé vers le notaire. J'ai en ma possession le codicile testamentaire rédigé par mon épouse Catherine devant notaire à Beaune peu avant sa mort. Ce document révoque formellement et sans appel le testament précédent que tu as produit. Elle y dénonce tes pressions constantes, tes menaces financières et le chantage affectif que tu exerces sur elle depuis des années. Elle y déclare que Juliette est le fruit de votre adultère et te dépouille de toute autorité de gestion sur ces parts de notre société. Ces parts me reviennent intégralement. Juliette n'a aucun droit sur cette propriété immobilière, et toi non plus. La vente de ce terrain est illégale et déclarée nulle de plein droit. Un tumulte d'une violence inouïe s'est produit dans la salle de réunion. Le notaire principal a saisi le document officiel avec peur. C'est confirmé. Après une vérification rapide du registre central, la validité immédiate et l'enregistrement régulier de l'acte. Laurent s'est levé d'un bond, le visage déformé par une haine noire,
les veines du cou saillantes. C'est un mensonge grotesque. Une contrefaçon de ce vieux fou d'ébéniste. J'ai les procurations de gestion signées de Catherine et Juliette, et son héritière légitime devant la loi. Tu n'as plus rien, Laurent? Ai-je répondu d'une voix neutre, sans hausser le ton, ma voix résonnant avec la force tranquille d'un verdict. Car j'ai également transmis à la direction des finances publiques, et à la brigade financière les relevés de ton compte Genevois, les preuves des fausses factures de fournisseurs inexistants et de la comptabilité parallèle que tu tenais. Les inspecteurs ont déjà saisi le procureur de la République. À ce signal précis, la double porte en chaîne de la salle de réunion s'est ouverte sur 3 inspecteurs de la brigade financière, accompagnés de 2 gendarmes en uniforme. L'un d'eux s'est dirigé directement vers Laurent pour lui signifier son arrestation immédiate pour fraude fiscale aggravée, abus de confiance en écriture de commerce, faux et usage de faux, et escroquerie en bande organisée, avec placement en détention provisoire immédiate. Le représentant du groupe immobilier parisien s'est levé à son tour, rangeant ses documents administratifs d'un coup sec, avant d'annoncer l'annulation immédiate du projet de construction et l'intention ferme de sa société de porter plainte pour escroquerie et dissimulation de litiges graves. Juliette s'est effondrée en larmes sur la table, réalisant que le luxe dans lequel elle avait baigné toute sa vie reposait sur le vol, le mensonge et la spoliation de son véritable père. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés par le choc, cherchant en moi une pitié ou une reconnaissance que Laurent avait depuis longtemps détruite dans mon cœur. Alors que les gendarmes passaient les menottes d'acier à Laurent, ce dernier s'est tourné vers moi, les yeux implorants, dépouillé de toute superbe. « Marc, s'il te plaît. Nous sommes des frères d'enfance. Tu ne peux pas me laisser partir en prison comme ça. Pense à ce qu'on a partagé ensemble, au jeu dans la cour d'école. » Je l'ai regardé sans aucune haine, mais avec la froideur du bois brut. « L'atelier de mon grand-père restera debout, Laurent. C'est toi qui vas découvrir la solidité des barreaux de fer de la prison de Dijon. Tu as volé mon rêve de famille, tu as pillé mon travail quotidien, et tu as cru que ton intelligence et ton arrogance te plaçaient au-dessus des lois morales. Tu te trompais lourdement. La note est arrivée, et tu vas devoir la payer en totalité. 3 années se sont écoulées depuis ce jour mémorable à Dijon, 3 années de reconstruction, lente mais solide. Laura a été condamnée par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine de 5 ans de prison ferme, accompagnée d'une amende douanière massive, et de la saisie de tous ses comptes bancaires et de ses propriétés immobilières, pour rembourser les sommes détournées à notre atelier familial. Juliette a dû abandonner sa vie parisienne dorée pour trouver un emploi modeste de secrétaire afin d'apurer sa part des dettes morales et financières de son père adoptif. Je ne l'ai jamais revu, et je n'ai pas cherché à le faire. La vérité a parfois un goût de cendre, et certaines blessures sont trop profondes pour être refermées par de simples excuses. Juliette reste le symbole. Laurent a été au tribunal correctionnel de Dijon à une peine de 5 ans de prison ferme, accompagnée d'une amende douanière massive, et de la saisie de tous ses comptes bancaires, et de ses propriétés immobilières, pour rembourser les sommes détournées à notre atelier familial. Juliette a dû abandonner sa vie parisienne dorée pour trouver un emploi modeste de secrétaire, afin d'apurer sa part des dettes morales et financières de son père adoptif. Je ne l'ai jamais revu, et je n'ai pas cherché à le faire. La vérité a parfois un goût de cendre, et certaines blessures sont trop profondes pour être refermées par de simples excuses. Juliette reste le symbole vivant de cette trahison intime. Elle porte en elle le reflet d'un mensonge, que je refuse d'introduire dans ma nouvelle existence. Je lui souhaite simplement de trouver son propre chemin loin de l'arrogance de Laurent. J'ai vendu la grande maison en pierre grise de Beaune. Elle abritait trop de souvenirs douloureux et de secrets enfouis sous ses parquets cirés. Avec ma part de la vente et les fonds restitués par les banques suisses après les décisions de justice, j'ai fait l'acquisition d'une petite maison de Vigny-sur-Dumont, flanquée d'une ancienne grange lumineuse, que j'ai entièrement aménagée en atelier de création personnelle. C'est là que je passe mes journées désormais, travaillant le bois précieux à mon propre rythme, sans pression comptable ni associé malhonnête. L'odeur du chêne et du vernis y est plus légère, libérée des mensonges du passé. Mes 2 apprentis, Lucas et Antoine, sont devenus mes associés à part entière. Ils font vivre l'esprit et la renommée de l'atelier avec le respect de la matière et de la parole donnée que mon grand-père m'avait enseigné dans mon enfance. Je les observe transmettre à leur tour ce savoir-faire ancestral aux plus jeunes avec une grande fierté professionnelle. L'atelier n'est plus une source de stress fiscal ou de bilan truqué. C'est un sanctuaire de création honnête et de transmission humaine, un lieu où le travail des mains possède une valeur réelle,
Je n'éprouve plus aucune colère envers Catherine. Le temps a fait son œuvre de guérison et a apaisé ma douleur. J'ai compris qu'elle avait été la première victime des manipulations psychologiques de Laurent, enfermée dans une cage dorée bâtie sur la peur du scandale bourgeois et de la ruine. En ouvrant son coffre-fort secret, j'ai brisé ses chaînes en même temps que les miennes. Je lui ai pardonné son silence lâche mais protecteur à sa manière. Je sais qu'au moment d'écrire sa longue confession finale, elle a voulu rétablir la justice et me redonner les moyens de me battre, même si c'était trop tard pour elle. Cette pensée me suffit pour conserver son souvenir sans amertume. Le temps nous dérobe beaucoup de choses. La jeunesse, les illusions, les êtres chers, mais il finit toujours par rétablir la vérité. Pas toujours celle que nous espérions dans nos rêves, mais celle qui nous permet de marcher la tête haute et de regarder notre reflet dans le miroir sans rougir. Si vous traversez aujourd'hui une tempête personnelle, si vous êtes victime d'une injustice flagrante de la part de proches ou de partenaires, je vous conseille de garder votre calme. Ne cherchez pas la vengeance immédiate, car elle détruit celui qui l'exerce. Documentez la vérité en silence, protégez votre dignité d'homme, et laissez la justice suivre son cours. Le destin possède une longue mémoire, et il finit toujours par équilibrer les comptes des hommes honnêtes. La vérité finit toujours par triompher, sous la lumière froide et pure du jour. Je dors enfin en paix, le soir, bercé par le bruissement du vent dans les vignes de Beaune, sachant que mon honneur est resté intact, et que l'atelier de mon grand-père continue de faire vivre la noblesse du bois. C'est la seule chose qui importe vraiment à la fin d'une vie d'artisan.